Bonsoir. Lutte contre la Covid-19, la Chine apporte son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Clôture année académique 2019-2020 et ouverture année académique 2020-2021. Le détail, c'est dans ce journal. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur la RTNC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit avec les consultations au Palais de la Nation. En ses 14e jour, donc ce vendredi 20 novembre, il était avec quelques personnalités politiques, les artistes musiciens chrétiens, des chroniqueurs de la musique, Lasbel Banakin et 3 vice-gouverneurs femmes. Jean-René Lobo, Kazo Kazadi, Kokomolicho pour le reportage. Une journée très chargée pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les consultations de ce vendredi 20 novembre 2020 ont débuté avec les personnalités politiques. Le président de la République a voulu écouter aussi ces personnes qui relativement comptent dans le contexte politique RD congolaise. Il s'agit de Bofassa Diema, François Lumumba, Roger Lumbala et le professeur Chibango Kalala. Devant la presse, Roger Lumbala n'a pas porté des gants. Il déclare avoir demandé au chef de l'État d'en découdre avec la coalition Cash-FCC. La dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas un casus belli pour la guerre. Lorsqu'on constate que les choses ne marchent pas et que le président de la République constate que lorsqu'il envoie les messages, lorsqu'il veut discuter, il y a la présidente de l'Assemblée nationale, il y a le président du Sénat, qui prennent des positions qui ne sont pas des hommes d'État. À partir du moment où il reste des partisans, nous voulons à la tête de ces institutions les hommes d'État qui aujourd'hui défendent la République démocratique du Congo au lieu de défendre une plateforme qu'on appelle FCC. Nous voulons absolument que le président de la République puisse réussir dans sa mission. Et pour qu'il réussisse, nous ne voulons pas des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues et les gens qui lui glissent des pots de bananes. Les élus nationaux de Kinshasa ont été également consultés par le président de la République. Des échanges qui ont tourné autour de grandes questions d'actualité. Nous avons échangé avec le président de la République. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le contenu de nos messages ou de nos échanges avec le président de la République devant la presse. Lasbel Banakin n'est pas en reste à ces consultations. La communauté quinoise, représentée par un échantillon, se reconnaît dans la démarche du chef de l'État et l'appuie comme le démontre ici Claude Nguita. Avec le chef de l'État, nous lui avons témoigné notre soutien, notre engagement par rapport à l'objectif qu'il poursuit, qui est d'avoir disposé d'une majorité parlementaire pour bien disposer des moyens nécessaires pour mener à bien ses objectifs. Le chef de l'État a fait preuve de bonne volonté pour que ce pays aille de l'avant. 3 vice-gouverneurs femmes ont été également consultés ce vendredi. Il s'agit de la vice-gouverneure du Kasaï oriental, du Nord Kivu et celle du Lualaba. Dans le même lot, le président de la République a échangé avec les élus du Nord Kivu. Ces derniers ont suggéré aux garants de la nation la réqualification de la nouvelle majorité parce que la précédente a démontré ses limites, déclare ici le sénateur Célestin Vunabandi. Nous considérons que l'expérience passée a fait ses limites, a montré ses limites et qu'il est important qu'une nouvelle majorité parlementaire soit reconfigurée, puisse se reconfigurer de telle sorte que le chef de l'État et tout son gouvernement puissent travailler dans une ambiance apaisée, une ambiance constructive dont le pays a besoin. Les chroniqueurs de la musique et les musiciens chrétiens membres de l'AMCC ont unanimement demandé au chef de l'État que la culture soit au centre de sa politique. Nous sommes venus en tant que chroniqueurs socio-culturels pour le sensibiliser sur l'importance et l'utilité de notre culture pour l'image de notre pays.
Le cadre de concertation de la société civile, chaque province représentée par un membre, a salué également la démarche du chef de l'État et fustige tout accord ayant pour objectif la prise en otage du peuple. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni à l'immeuble du gouvernement tous les gouverneurs de province pour un plan de riposte contre le Covid-19. Les difficultés de fonctionnement de ces entités étaient également abordées au cours de cette entrevue. Françoise Bouela, reportage. De midi à 18h, 6 heures de travail pour discuter point par point sur les dysfonctionnements qui bloquent le développement des provinces. De la rétrocession au retard des paiements des frais de fonctionnement en passant par la progression de la Covid-19. Nous avons débattu de pas mal de dossiers et les solutions ont été trouvées. Et la raison pour laquelle nous avons terminé notre réunion en présentant nos remerciements au Premier ministre. Il y a eu plusieurs solutions qui ont été trouvées, donc la retenue à la source du fonds FONER. Il y a eu également le problème des rétrocessions de nos frais de fonctionnement et nos ETD également. Le Premier ministre a réagi positivement. Dans les heures qui viennent, je veux dire, la solution sera donc trouvée. Une occasion pour entretenir l'ensemble des gouverneurs sur la nouvelle vague de la pandémie. En moins de 8 semaines, il y a eu plus de 200 cas confirmés, alors qu'au mois de mai de cette année, pour atteindre 200 cas, il fallait compter plus de 8 semaines. Alors par rapport à cette situation des remontées des cas confirmés, nous sensibilisons notre population. D'abord, celle de Kinshasa, d'une façon particulière, que la Covid, la deuxième vague, est déjà ici dans nos murs. Les gens en souffrent, les gens en meurent aussi. Donc, ils doivent reprendre les bonnes habitudes. En ce qui concerne les mesures restrictives, c'est-à-dire porter correctement le masque, se laver régulièrement le main et aussi garder la distanciation physique. Cette rencontre est la deuxième tenue en l'espace d'une semaine. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est resté le même. Impulser le développement du pays par la base, c'est son credo. Voilà pourquoi des solutions concertées sont à privilégier. La déstabilisation de quelques gouverneurs de province par les assemblées provinciales a été dénoncée. Poursuivant son séjour de travail dans la province du Lualaba, la ministre du Travail, Dr Néné Nkoulou, a visité ce vendredi les entreprises L'Amicale et KCC à Kolwezi. C'était dans le but de s'imprégner des conditions de travail et de poursuivre l'élan de respect des textes réglementaires, nous dit Robert Ndaye. Amener les établissements et services publics sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a contribué à l'augmentation des recettes de l'État. Comment résoudre les conflits d'attribution entre les services de l'État, tels que l'inspection du travail, la division de l'emploi et de la prévoyance sociale dans les provinces? Autant de questions qui amènent 4 mois après la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Nkoulou dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi. À peine arrivé ce jeudi 19 novembre 2020, Néné Nkoulou a réuni dans la salle de l'hôtel Moon Palace de Kolwezi les établissements et services sous tutelle. Une rencontre à 3 objectifs. Veiller, contrôler et évaluer le fonctionnement des services publics, évaluer l'impact du coronavirus sur les entreprises minières à Kolwezi. La ministre d'État a rappelé aux uns et aux autres que c'est le gouverneur de province qui représente le gouvernement central en province et supervise le fonctionnement des services déconcentrés. Tôt, ce vendredi 20 novembre 2020, la ministre d'État prend la route, direction la minière de Kalonkoudi, l'amicale en sigle. Bien que n'ayant pas encore démarré sa production, l'État congolais doit faire respecter le texte. Ici, les mesures d'encadrement des travailleurs ne sont pas respectées. La ministre d'État a tenu à rappeler à l'ordre des responsables sur l'affiliation des travailleurs pour la formation continue à l'UNPP et le paiement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. Une situation qui fait perdre à l'État congolais de recettes énormes. Le carte de travail et la déclaration des sociétés contractantes doivent être mises en ordre. Si à l'amicale, il y a plus de problèmes pour le respect du 3e palier du SMIC, ce n'est pas le cas à KCC. Néné Nkoulou a félicité et encouragé l'employeur, mais aussi vérifié les conditions du travail.
Après KCC, la ministre d'État a visité tour à tour l'inspection du travail, la prévoyance sociale et l'emploi, des services qui ont besoin du soutien du gouvernement central pour bien fonctionner. À Kolwezi, un bâtiment sortira de terre bientôt pour l'INPP. Des infrastructures modernes qui pourront accueillir 8000 stagiaires et 2000 hébergements. Néné Lungakoulou a été accueilli avec joie par le personnel de l'INPP Kolwezi, rassuré que son passage accélérera les choses. Le site où sera érigé le bâtiment de l'INPP a été visité sous la conduite du directeur provincial. À la CNCS, les responsables provinciaux ont été félicités pour le travail, surtout en termes de l'augmentation des recettes, une direction devenue miroir. Le directeur provincial a remercié la ministre d'État avant de présenter quelques difficultés, surtout pour les contrôleurs qui doivent effectuer de longues distances pour le recouvrement. Journée de travail marathon qui se termine par la salle du gouverneur de province. Ici, la ministre d'État a rendez-vous avec les responsables de la Fédération des entreprises du Congo, section du Lualaba, les syndicalistes, la Chambre de commerce et des mines autour de la problématique de maisons de placement qui, dans la plupart, ne respectent pas leurs règles. Un échange houleux et fructueux a balisé le chemin pour une collaboration franche entre les patronats et le ministère. Élaboration du document référentiel d'emploi et compétences. Ce document permettra aux experts de la formation professionnelle et de la fonction publique de réformer l'administration et aussi la moderniser, nous dit Anita Lombois. Ces documents élaborés en commission mixte des experts de la fonction publique et ceux de la formation professionnelle vont permettre de gérer de façon efficace et efficiente les ressources humaines. Selon les experts, le référentiel d'emploi et compétences sont des outils modernes pour appuyer l'organisation des réformes et la modernisation de l'administration publique dans le secteur de la formation professionnelle. Le référentiel des emplois et des compétences, c'est un document qui permet vraiment de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que c'est un document qui donne des prérequis suivants. Il y a d'abord la raison d'être du poste, il y a les principales activités qu'on doit mener dans le poste, il y a le positionnement de poste dans l'organigramme, il y a les prérequis en termes de qualifications techniques, quel est le diplôme requis pour occuper le poste et quelle est l'expérience requise pour prétendre occuper les postes. Les bénéficiaires, quant à eux, ont vivement salué l'implication personnelle et la détermination du ministre de la Formation professionnelle pour l'aboutissement de ce travail laborieux. C'est une description des emplois et des compétences des personnes pour bien œuvrer dans leur poste là où ils sont. Avec la révision, les structures et cadres organiques de l'inspection générale et du secrétariat général de la formation professionnelle, les référentiels viennent à coup sûr booster le bon fonctionnement harmonieux au sein de cette administration publique. Des matériels médicaux, dont du ministère de la Défense de la Chine, en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale, Emengo Mukena, les a réceptionnés des mains de l'ambassadeur de la Chine en RDC. Jojo Ndibou, Iverson et Thierry Nzazi nous disent un peu plus. C'est dans le moment le plus difficile que l'on peut reconnaître ses vrais amis, dit-on. La RDC a été parmi les premiers pays à envoyer des messages de soutien et de solidarité lorsque la Chine a été frappée par la pandémie de la Covid-19 à Hubei en Chine. Voilà pourquoi, très reconnaissante, la République populaire de Chine vient de remettre à son tour, par le biais de son ambassadeur accrédité en RDC, M. Zhu Xing, des matériels médicaux de lutte contre la pandémie du Covid-19, dont du ministère de la Défense de la Chine en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. La pandémie Covid-19, au lieu de nous séparer, de nous éloigner, nous rapproche le cœur des uns et des autres. C'est aussi le cas dans le domaine de la coopération militaire. La coopération militaire qui constitue un des piliers de la coopération sino-congolaise ne cesse d'avancer durant l'année 2020. Les forces armées, comme en Chine et en RDC, sont des piliers de la sécurité nationale. Et dans la lutte contre le Covid, contre les épidémies, les militaires, les forces armées jouent aussi un rôle très important. Donc, pour bien protéger la population, il faut d'abord protéger nos soldats. C'est le ministre de la Défense nationale, le professeur Emengo Mukena, qui a réceptionné ces matériels médicaux pour la lutte contre la Covid-19 au sein de l'armée congolaise. Je remercie toujours la Chine avec les instructeurs chinois qui sont basés
à Kamila, qui nous ont offert un très beau bâtiment au sein de notre base militaire. Mais aussi, ce sont les Chinois qui vont bientôt nous offrir le plus grand hôpital de l'armée. Et avec ce geste et tous les autres qui vont suivre, notre amitié reste éternelle. Alors, je vous remercie pour ces dons, l'équivalent de 2 millions de votre monnaie locale, hier, je crois. Et je demande au général, je vous remets donc ce matériel et vous devez le gérer en bon père de famille. Cette cérémonie s'est déroulée dans la résidence officielle de l'ambassadeur de Chine en RDC. Fin de journée d'échange et de recyclage organisée par le Conseil d'État, ce à l'intention des juges, magistrats et conseillers de cette juridiction. Travaux clôturés par le premier président Félix Vundoa Tepemako. Gustave Chibungu. Bien avant la clôture, aux magistrats, avocats généraux et conseillers ont échangé autour des thèmes contentieux de la réparation du préjudice exceptionnel et exécution des décisions des juridictions de l'ordre administratif présentées par le professeur Botakile Batanga et Octave Telaziele, procureur général près le Conseil d'État. Pour le premier président du Conseil d'État, Félix Vundoa, ces assises inaugurent un nouveau mode de fonctionnement dans cette institution. Je suis très content de ces travaux parce que c'est la première fois qu'on le fait. C'est comme le Conseil d'État, c'est une nouvelle juridiction. Et la plupart des magistrats sont venus de différentes juridictions. Et le travail de pionniers, ils sont innovés. Il y a des choses, très bonnes choses qui ont été faites au niveau de la Cour suprême de justice, beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais nous, comme une nouvelle juridiction, comme pionniers, nous devons donner les bases d'une nouvelle juridiction de l'ordre administratif. C'est là l'objet de cette rencontre ici. Félix Vundoa Tepemako et Telaziele ont levé une option, celle d'un renforcement continu des capacités du personnel du Conseil d'État. Tous les travaux qui ont été examinés ici seront publiés. Et prochainement, au mois de juin, première semaine du mois de juin, nous allons organiser des journées scientifiques. Et on va inviter tous les autres juridictions et aussi inviter les autres praticiens du droit. Et même des professeurs des universités, les avocats, on va les inviter. Ça, c'est très important, chaque année. D'autres modules sur l'organisation de la section consultative et la section du contentieux du Conseil d'État, contentieux d'annulation et plein contentieux ont été dispensés. Les députés et sénateurs de l'espace grand oriental du FCC ont réfléchi sur les enjeux de développement des 4 provinces de l'ancienne province orientale. C'était au cours d'une journée de réflexion présidée par le 2e vice-président du Sénat, l'honorable Tibassima. Et Jeuni Dada Chabani, reportage. Animés par les soucis de gestion axés sur les résultats de leur mandat électif dans un leadership collégial, les députés et les sénateurs de l'espace grand oriental, regroupant les parlementaires de l'ancienne province orientale, membres du Front commun pour le Congo, sont décidés de rentabiliser et de rationaliser leur participation aux travaux parlementaires de cette session de septembre de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'était au cours d'une journée de réflexion présidée par le 2e vice-président du Sénat, l'honorable Tibassima Mbongemu Atéeni, en présence du président de l'espace grand oriental, l'honorable Bonané. Ces parlementaires ont analysé les pistes de développement durable de la province. Ces parlementaires ont analysé les pistes de développement durable des provinces du Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri et Tchopo en vue de leur développement durable. Ils ont aussi analysé les défis sécuritaires, humanitaires et des infrastructures de ces 4 provinces. Ils sont décidés d'inscrire ces questions dans les questions orales avec débat des différentes plénières aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale. Ces parlementaires ont pris l'engagement de s'investir pour la restauration de la paix durable au Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri et Tchopo. Cette journée leur a permis également de décrypter l'actualité politique de l'heure. À ce sujet, se sont exprimés en ces termes. Les représentants du peuple de l'espace grand oriental se sont déclarés reconnaissants et réaffirmé
leur loyauté et leur fidélité à leur famille politique, le Front commun pour le Congo, aux regroupements et partis politiques et membres, grâce auxquels ils participent aujourd'hui avec compétence et efficacité à la gestion du pays. Et se sont engagés à lutter de toutes leurs forces pour la restauration de la paix au Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri et Tchopo en particulier, et en République démocratique du Congo en général, ainsi que pour la stabilité des institutions dans le strict respect de la Constitution en vue du développement harmonieux de la République démocratique du Congo. Cérémonie de collation des grades académiques ce samedi 21 novembre à l'ISC, ISP, USK et UPC. Ambiance de fête comme tous les ans passés. Suivez les tout dans ces condensés. 3 mois et 11 jours après la date traditionnelle du 31 juillet prévue pour la clôture, les universités et instituts supérieurs du pays ont procédé ce 21 novembre à la concrétisation du calendrier réaménagé par la tutelle, afin d'éviter une année blanche suite à la pandémie du coronavirus. À l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP, la clôture de l'année académique 2019-2020 est intervenue en présence de Liliane Bangalwaboshi, vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. La directrice générale de l'ISP Gombe, Emiliane Akonga Edumbe, a relevé que grâce à la créativité de son comité de gestion, qu'on a pu transformer les apparentes faiblesses en force agissante. L'expertise informatique de la maison a été mise à contribution pour l'organisation des enseignements en ligne grâce à l'ENAPTEC. Madame Emiliane Akonga, je lui dirai toujours merci parce qu'elle était là pour nous encourager et de mettre les professeurs qui sont bien formés pour nous former aussi, de nous donner encore de recevoir ce que les professeurs là ont acquis pour donner aux étudiants. À l'Institut supérieur de commerce, les lauréats de la première session de l'année académique 2019-2020 ont obtenu leur diplôme. Ce sont des nouveaux intellectuels que cet alma mater met sur les marchés de l'emploi. Le directeur général de l'ISC Gombe, le professeur Augustin Bangala Mapapa, qui a mis l'ISC sur l'orbite d'un nouvel ère, salue les efforts des uns et des autres, malgré la pandémie qui a secoué l'année académique. Dès notre entrée en fonction en 2016, plusieurs actions contenues dans notre plan stratégique ont été menées en vue de rehausser l'image thermique de notre établissement. Sur 2125 étudiants finalistes inscrits à l'université protestante au Congo, 411, soit 19%, ont réussi à la première session de l'année académique 2019-2020. L'année académique qui vient d'être clôturée aujourd'hui à l'université protestante est une année tout à fait particulière à cause de la pandémie du coronavirus et du train des mesures sanitaires prises par les autorités du pays pour freiner la propagation de cette mystérieuse maladie. Malgré ce contexte de la double crise sanitaire et économique, l'UPC a valablement accompli sa mission qui est de former les cadres pour le Congo de demain. Le recteur de l'université protestante, Monseigneur Daniel Ngoïboulia, a fait savoir que le taux de réussite à la première session est faible, mais en légère amélioration par rapport à l'année académique 2018-2019. Au total, 189 finalistes ont été proclamés licenciés à l'université Simo Kimbangu pour l'année académique 2019-2020. Tous issus des facultés de l'économie, des sciences sociales, de droit, d'agronomie, d'informatique, de médecine et de la théologie. Le recteur de ce haut lieu du savoir, Mongondumbi, a souhaité à tous les lauréats plein succès dans leur future vie professionnelle. Il les a sensibilisés sur la nécessité pour eux d'être des modèles sur les marchés de l'emploi afin de préserver la bonne image de l'université Simo Kimbangu. Voilà, découvrons d'abord cet arrêté du ministère de l'Intérieur et Sécurité avant de poursuivre ce journal. Arrêté ministériel numéro 25/Cap/Mine, ministère intérieur du 21 novembre 2020 portant suspension des directeurs généraux de la Direction générale des migrations. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, considérant l'insubordination et des manquements graves reprochés à l'intéressé et en attendant les conclusions des enquêtes en cours, vu l'urgence et la nécessité,
Article 1er. Est suspendu de ses fonctions de directeur général de la Direction générale des migrations, M. Roland Kachouantale Chihoza. Article 2. Le directeur général adjoint, M. Papi Mbouyi Kangouvou, assume l'intérim des droits jusqu'à nouvel ordre. Le secrétaire général à l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 21 novembre 2020, Gilbert Kankonde Malamba. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a, lors de son séjour en Égypte, recueilli des données fiables sur les précipitations, l'humidité ainsi que les systèmes d'alerte précoce. Lopez Kakouba nous en dit un peu plus. Arrivé aux petites heures matinales au Caire en Égypte, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, s'est mis au travail en réunissant son équipe congolaise du comité technique des consultatifs conjoints pour une 8e réunion porteuse de bonnes nouvelles pour la République démocratique du Congo. Au ministère de l'Irrigation et Ressources en eau de la République arabe d'Égypte, avec son homologue Mohamed Abdel Hati, il est réellement question de relancer les activités du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Ne peut se dresser contre les relations d'amitié. Je voudrais saluer le travail et les efforts fournis jusqu'à présent en eau et de l'irrigation. Preuve même que tout se passe bien entre nos deux États. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo Baziboué, a ensuite visité dans la partie est de la capitale égyptienne l'ancien centre de mesure du fleuve Nil, construit en l'an 815 de notre ère, avant de se rendre au centre moderne des prévisions de pluie et des changements climatiques d'Égypte pour enfin chuter au centre de la télémétrie. Toutes ces techniques modernes ont entre autres objectifs de recueillir des données fiables sur les précipitations, l'humidité ainsi que le système d'alerte précoce, prévention des catastrophes. Au cours des entretiens que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a eu avec l'ambassadrice du Royaume-Uni, il ressort qu'une délégation britannique arrive dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre d'un programme de financement pour soutenir différents projets du secteur hydroélectrique, nous dit Mireille Ndeke. En poste en République démocratique du Congo depuis environ 6 mois, l'ambassadrice du Royaume-Uni a été reçue ce week-end par le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe. Au menu de leur entretien figure entre autres l'arrivée incessamment du ministre britannique délégué des Affaires étrangères pour l'Afrique, un séjour qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de financement en cours pour soutenir différents projets dans les secteurs de l'eau et de l'électricité en RDC. L'électrification solaire figurera également dans l'agenda du chef de la diplomatie britannique, et ce avec l'appui de l'ANSER. Et pour s'imprégner de la réalité du pays dans ce secteur vital de la vie nationale, le ministre britannique ira aussi visiter quelques villes en province, notamment Gemena, Kananga et Goma, villes dans lesquelles existent déjà les projets financés par la Grande-Bretagne. Nous avons une collaboration très étroite avec le ministère, aussi dans le secteur d'eau. Nous avons des programmes ici en RDC qui soutiennent l'investissement dans l'électricité, surtout dans l'énergie renouvelable qui peut donner accès à l'électricité dans plusieurs villes en RDC. Aussi, avec nos programmes à Goma et Bukavu, nous sommes là pour appuyer, accompagner les actions du gouvernement congolais. Donc, c'était très fructueux comme conversation. Le ministre Eustache Mouanzi Mumbembe a salué pour sa part les bonnes relations qui lient le Royaume-Uni et la RDC et n'a pas manqué d'expérimenter la volonté d'accompagner personnellement la réalisation de tous ces différents projets. Les habitants de la cité du fleuve dans la commune de Limete lancent un cri d'alarme suite à la mauvaise desserte en eau potable qui perdure et perturbe leur vécu quotidien. Reportage.
Avec des factures d'électricité impayées, depuis maintenant plusieurs mois, ces quartiers à part, modernisés et encerclés par les eaux du majestueux fleuve Congo, la cité du fleuve n'est pas desservie en eau potable, ce qui préoccupe les occupants de la dite cité. À ces jours, la situation va de mal en pis dans la cité du fleuve, au point que les comités syndicaux des propriétaires de la cité du fleuve en est arrivé à tirer la sonnette d'alarme et à dénoncer les détournements des contributions des propriétaires et locataires de la cité du fleuve pour des besoins personnels. Je viens de saisir officiellement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des faits graves qui se passent à la cité du fleuve. L'argent des contributions des propriétaires et locataires de la cité du fleuve, destiné pour l'intérêt communautaire, est détourné systématiquement. Les propriétaires payent leurs contributions à un syndic illégal, forcé ainsi par les méthodes de l'intimidation, de chantage. L'eau servie aux résidents de la cité du fleuve est impropre à la consommation, en appui des rapports de l'OCC et de l'ASNEL. Nous sollicitons l'implication de votre Excellence pour nous aider à mettre fin à cet esclavagisme moderne et au calvaire dont fait l'objet les propriétaires de la cité du fleuve, c'est dont nous vous remercions d'avance. Au cours de cet entretien, le président du comité syndical des propriétaires de la cité du fleuve a également fait une mise au point sur la confusion qui règne aussi bien sur son nom de Serge Kassonda Lusamba, Serkas, avec d'autres Serge Kassonda. Rappelons-le que les risques sanitaires liés à l'eau sont dus à l'utilisation d'une eau polluée impropre à l'usage voulu. Un nouveau livre dans nos bibliothèques, il s'agit de Vision du management électoral de la CENI, livre rédigé par le recteur de l'université William Booth, Roger Bimoala. Le vernissage de cette œuvre a coïncidé avec l'activité marquant la clôture de l'année académique 2019-2020 à William Booth. Reportage. Vision du management de la Commission électorale nationale indépendante. À travers ce titre évocateur, ce nouvel ouvrage arrive exactement au moment où la République démocratique du Congo cherche à atteindre la maturité dans l'organisation du processus électoral à travers le bon fonctionnement de la CENI. Devant des sommités, les différentes personnalités politico-religieuses et les membres de la CIME, son auteur, le brillant professeur docteur ingénieur Roger Bimoala, recteur de l'université William Booth, a pris le soin d'expliquer avec une précision chirurgicale les différents paramètres liés à son étude pragmatique importante qui tient compte des réalités vécues lors des précédents cycles électoraux, et propose aussi des pistes idoines pouvant aider le pays à faire bonne figure. J'ai fait toutes les étapes du cycle électoral qui vient de se passer et j'ai essayé de démontrer comment est-ce que pour le cycle prochain on pouvait améliorer les choses. C'est un livre d'analyse scientifique qui donne quelques pistes de solutions. Ça fait déjà une base de travail scientifique qui pourra être utilisée par les prochains dirigeants de la CENI, par les décideurs politiques au moment où on parle des réformes de la loi électorale, des réformes même de la loi organique de la CENI, cela est important. Et l'ouvrage a été porté sur fond baptismaux par le colonel Daniel Moukoko, représentant légal de l'armée du Sali et président du conseil d'administration de l'université William Booth. Faisant d'une pierre deux coups, l'université William Booth a procédé à la collation des grades académiques, question de respecter son calendrier. Les lauréats qui se sentent positivement distingués ont été encouragés manifestement par le professeur docteur ingénieur, le recteur Roger Bimoala. L'UNC, parti cher à Vital Kamere, en matinée politique. Le site de la FEKIN a été pris d'assaut par les militants du parti qui ont suivi le message de leur secrétaire général, Aimé Boji, qui est revenu sur les questions d'actualité, nous dit Cédric Enina. La grosse machine politique Union pour la nation congolaise se met en marche et c'est une foule indescriptible qui accourt. Ils sont venus d'un peu partout dans la capitale pour écouter, s'informer sur les enjeux politiques de l'heure. Les nombreux militants de l'UNC Kinshasa étaient à la foire internationale de Kinshasa autour du secrétaire général de ces partis, Aimé Boji Sangara, et d'autres cadres dont Jean Baudouin Mayomambeke, vice-premier ministre, ministre du budget.
Kolopi, la secrétaire générale Nabiso, honorable Memoji, Akende. Nous, militants de Moamba, nous disons à notre secrétaire général Emeboji de dire à notre président national notre soutien total et fidélité. En plus de cela, nous prions pour lui. Nous avons le secrétaire général et allés adresser le président de la République, chef de l'État. L'autre message, nous l'adressons au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, autorité morale du cash. Nous lui témoignons notre soutien total et attachement. Nous demeurons fidèles aux accords de Nairobi qui ont créé cash. La mobilisation tous azimuts, tout en suivant de près les dossiers judiciaires du président national Vital Kamerhe. Une ambiance de fête qui confirme la bonne santé politique de l'UNC. La coordonnatrice du mouvement NDK était avec les personnes vivant avec handicap. Plus de détails dans cet élément de reportage. Parmi les mouvements associatifs affiliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ont marqué la manifestation liée à la journée de la base à Kikwit, on compte aussi les mouvements dynamiques Kabund MDK. Ce mouvement a mobilisé ses membres en masse pour réserver un accueil délirant au président haï de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, et sa coordonnatrice Christine Kassongo Kabund. Touchée par cette mobilisation, Christine Kassongo a bougé son agenda déjà chargé pour échanger avec les membres de son mouvement, surtout avec les personnes vivant avec handicap et les femmes de troisième âge. Question de se faire idée sur la situation sociale des femmes. Manque criant des courants électriques, de l'eau potable, de la morgue à Kikwit, manque aussi d'emplois pour les personnes vivant avec handicap ont été décriés par les hôtes de Christine Kabund. La femme a un rôle important à jouer dans la cohabitation pacifique entre les communautés et la femme aussi doit mobiliser ses dépendants à soutenir les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour sa population. Séance tenante, les hôtes de Christine Kassongo l'ont chargé à plaider auprès des autorités de la République, notamment auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration de la situation sociale des femmes et des jeunes filles de Kikwit. En attendant de trouver solution à tous ces problèmes, les femmes et hommes ont eu à recevoir un pan et une enveloppe de la part de Christine Kabund avec la promesse de revenir à Kikwit pour les activités de ces mouvements. Les hôpitaux de la ville de Kikwit dotés de matelas dons du président d'intérim de l'UDPS distribués par le secrétaire général adjoint de ces partis, Gisèle Mbakiem. C'est à marge de la célébration de la journée de la base dédiée aux jeunes du parti présidentiel à Kikwit que le secrétaire général adjoint Gisèle Mwansiem a été chargé par le président haï de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, a procédé à la distribution des matelas dans certains hôpitaux de Kikwit, cadeau du parti. C'est à l'hôpital des référents de Kikwit que Gisèle Mwansiem a débuté sa tournée. Ici, ces dons arrivent au point nommé car certains malades dormaient sur des lits sans matelas. Le staff dirigeant de cette formation hospitalière a saisi l'occasion pour présenter les difficultés auxquelles l'hôpital de Kikwit fait face. Les malades et certains accidentés du jour des manifestations de l'UDPS ont eu visite de réconfort de l'envoyé de Jean-Marc Kabunda Kabund. Après cet hôpital, le cortège de Gisèle Mwansiem s'est dirigé vers le camp Singa où le centre médical de la PNC a bénéficié aussi ces mêmes gestes de la part de l'UDPS. Le centre qui prend en charge les policiers et leurs dépendants manque de tout. Le médecin responsable de ce centre a apprécié les dons de l'UDPS à son centre car il soulagera tant soit peu les malades. C'est à l'hôpital de Kikwit 3 que la dynamique secrétaire général adjoint de l'UDPS a bouclé sa tournée. Reçu par les comptables de cette formation hospitalière qui a invité Gisèle Mwansiem à visiter l'érosion qui a déjà englouti la voie d'accès principale de cet hôpital. Après avoir prélevé la température de ses offices hospitaliers, Gisèle Mwansiem a promis de mener un plaidoyer en faveur de la population de Kikwit auprès des autorités compétentes.
La direction des informations TV pleure Joël Lungenza Bikanga, décédé depuis le dimanche des suites d'une courte maladie. Le programme prévoit sa mise en terre pour le mercredi 25 novembre 2020. D'autres détails vous seront présentés dans nos prochaines éditions. Vous êtes parti de quoi pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'Est? Merci pour la parole. C'est humainement intenable, Yadjo. Difficile à combler professionnellement. La fragilité de la vie questionne sérieusement les raisons de notre existence. Joël Lungenza, producteur et présentateur des émissions ici à la télévision nationale. La dernière, tu l'as présentée samedi dernier, avec prestance, n'accusant aucune faiblesse. Et pourtant, le temps d'un matin et d'un midi, tu as tiré ta révérence. Les grands événements couverts par la radio-télévision nationale congolaise ces 10 dernières années ont connu ta touche. Le 14e sommet de la francophonie t'a fait prendre des marques. Le sommet de la SADC de Kinshasa les a affermis. Mettre la force et l'énergie dans la réussite de la couverture médiatique des grands événements, dont les 2 cités ne sont qu'illustratifs, était pour toi devenu une habitude, si pas une destinée. Tu pars en laissant une paperasse, préparant l'accompagnement de la présidence de la RDC à l'Union africaine. On a discuté, on a réparti les tâches. Et puis tu t'effaces. Joël, quel gâchis. Nous ne dirons pas que c'est un cataclysme, mais c'est une lourde perte pour nous. Si c'était encore possible, que tu voies les désarrois dans lesquels tu as plongé notre équipe de la rédaction, tu te raviserais. Ni toi, ni nous, personne n'est tenant les manettes de la vie, nous n'avons plus qu'à nous résigner devant cette fatalité. Tu as joué ta partition, fais alors un bon voyage, si jamais voyage il y a. Voilà, cette note triste mais en termes à ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu. Pierre Mbouyou sera de votre avant 2 heures pour une autre édition d'information. Au revoir et à très bientôt.